Nous sommes arrivés dans une terre à l'abandon, une maison qui était aussi à l'abandon et dont seuls les murs, les 4 murs étaient en état. Tout le reste était à refaire. Nous sommes restés 13 ans sans électricité, très peu d'eau. Nous sommes restés 7 ans dans la précarité par rapport à l'eau. Bien entendu, pas de téléphone et un chemin à peine praticable. Nous n'avions peut-être pas ces valeurs matérielles, mais nous avions des valeurs immatérielles. Et la séduction s'est faite surtout sur la beauté du lieu, sur l'esthétique du lieu. Je pense que la logique de la vie, c'est la terre, le végétal, l'animal et l'homme, qui sont liés. C'est-à-dire que c'est le principe même dans lequel nous sommes nous-mêmes intégrés en tant qu'êtres humains. Nous sommes ici dans l'air pur. L'air pur, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas mettre ça sur un bilan. Je ne vais pas mettre 10 000 francs d'air pur. Cependant, on est très content d'avoir cet air pur. Quand il y a de la lumière et du soleil, c'est quand même des valeurs très importantes. Quand il y a du silence, pour ceux qui au moins apprécient le silence, ce sont des valeurs très importantes. Mais ces valeurs-là ne s'achètent pas au supermarché. Elles sont des valeurs gratuites et c'est des valeurs dont notre esprit, enfin dont ma propre composition, en tout cas personnelle, en a besoin. On a besoin comme de la nourriture. C'est presque un réflexe naturel que d'essayer de sauvegarder ces valeurs, de les sauvegarder autant qu'on le peut, parce qu'on les reconnaît comme de véritables valeurs et qu'elles répondent à nos convictions. Quand nous sommes arrivés, nous avons essayé de voir ce que nous pouvions faire. Et en examinant le lieu et le terrain et les possibilités, nous nous sommes rendus compte que la meilleure façon de l'utiliser, ce serait d'avoir un élevage de chèvres comme base de production, parce que la chèvre est capable de mettre disons, de valoriser des terrains de garrigue, des terrains de friche. D'autre part ailleurs, nous avions ce qu'on appelle des facteurs limitants, l'eau, insuffisance d'eau. C'est une zone aride. Donc on ne pouvait faire qu'une petite agriculture, soit faire de la vigne conventionnelle et traditionnelle, soit faire une petite agriculture d'appoint. Ce qui fait que nous avons fait l'option, le choix d'un élevage de chèvres qui nous permet de produire donc du lait transformé en fromage, vendu directement sur le marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle les circuits courts. Et puis, comme appoint, est lié à une qualité de vie, c'est la production maraîchère et la production fruitière destinée à l'autoconsommation. En tant qu'ouvrier agricole, j'avais une lecture très concrète du monde rural. Je me suis aperçu que les méthodes qui étaient pratiquées n'étaient pas des méthodes qui étaient conformes un peu au rêve que j'avais, c'est-à-dire à cette espèce de recherche quand même d'une approche plus sensible, moins violente de la nature. Et c'est ce qui m'a amené à changer donc de méthode et à devenir agroécologiste. Je pense que l'agroécologie est une technique, c'est un savoir, c'est une science qui est très belle. Qui est très belle parce qu'elle implique une approche qui n'est pas simplement cérébrale. Elle implique aussi une approche sensible. Donc je la trouve magnifique.
Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va enseigner l'agroécologie à tout le monde que la société va changer. La société changera quand chaque être humain changera, s'interrogera sur lui-même et voudra que le monde change. Je ne renie pas du tout les valeurs que la modernité a pu apporter. Mais ces fondements sont erronés, sont négatifs. Comment peut-on fonder une société sur la croissance sans limite, sur le profit, sur strictement l'économisme, et avec tout ce que ça entraîne comme dégradation des sociétés, des cultures, de la biosphère, de toutes ces questions-là. Quand on est issu de deux cultures, quand on est en fait fabriqué, modelé par deux cultures, on ressent bien longtemps un écartèlement, un déchirement. Bien sûr, on ressent beaucoup de douleur, d'autant plus que les cultures sont contradictoires. La question de à qui suis-je traître m'a toujours un peu obsédé. C'est-à-dire que on finit par se dire est-ce que j'ai trahi quelque part? Est-ce que j'ai trahi? Comment les autres ressentent cet itinéraire qui est pourtant pas issu d'un choix objectif, mais qui est l'itinéraire que l'histoire a imposé. Et il est évident qu'on se demande si on n'a pas quelque part trahi. Mais je crois que cette question-là aussi, je l'ai dépassée, d'autant plus que j'ai rejoint les gens de ma culture, j'ai rejoint des gens qui faisaient partie de mon monde initial, et que ces gens ne me font pas de procès, et je les aime avec autant de ferveur que j'aime tout homme, quel qu'il soit. C'est le paysage de mon enfance. Cette rocaille, ce paysage minéral, c'est-à-dire ce paysage qui maigrit, cette terre qui s'en va, et ce squelette qui apparaît de plus en plus un petit peu partout, c'est le paysage de mon enfance. J'ai souvent dit que le désert était un gouffre horizontal. C'est-à-dire c'est comme un espace dans lequel tout s'abîme, les caravanes s'abîment, tout ce qui se déplace semble s'abîmer. Et on prend dans le désert une proportion tellement petite, c'est-à-dire qu'on retrouve peut-être sa véritable densité, à la fois sa véritable densité, mais on retrouve aussi, à travers cette densité, une certaine humilité, parce que le vaste est tellement vaste qu'on est très petit, mais à la fois tout ce qui est désert donne aussi de la densité. Paris, je suis arrivé donc vers 58. C'était évidemment la guerre d'Algérie. Et je suis arrivé comme un immigré ordinaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient voir une capitale dont il avait entendu beaucoup parler, qui le fascinait. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai connu la vie urbaine intensive, chercher du travail, se loger. Et j'ai fini par trouver un travail d'OS à Puteaux. Et c'est là que j'ai connu la vie d'entreprise.
Mon temps était partagé évidemment entre ce qu'on pourrait appeler cette activité alimentaire, qui était donc le travail en entreprise, et tout ce qui me tenait à cœur de connaître. C'est comme ça que je fréquentais la cité universitaire. J'essayais de repérer des conférences. J'allais en tant qu'auditeur libre pour écouter tel ou tel professeur, tel ou tel philosophe. Mes convictions chrétiennes étaient très fortes à l'époque. Je pensais, euh, je pensais effectivement que le message christique était le message fondamental et essentiel. Et par conséquent, j'essayais d'approfondir ce message, de le comprendre, d'en comprendre les subtilités et les profondeurs. Et c'est pour ça que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui pouvait être lié à la mystique en général et à la mystique chrétienne en particulier. Notamment, j'étais beaucoup fasciné par certains, par certains mystiques chrétiens. Déjà, Saint François d'Assise était un peu mon ami. Bon, il y avait la tonalité écologique. Nous nous sommes rencontrés avec Michel dans l'entreprise Someka, où elle travaillait comme secrétaire donc dans la même entreprise. Et ça a été un peu le signe du destin. On s'est rencontrés, nous avons décidé ensemble de quitter Paris, puisque nous avions décidé de nous marier. Nous ne pouvions pas envisager de vivre dans la ville, et c'est comme ça que nous avons décidé donc de quitter la ville. Et à ce niveau-là, nous nous entendions bien sur le projet. Dans cette aventure, on passe par la misère, je dirais même le dénuement total. C'est-à-dire que vous arrivez où vous n'avez rien. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez rien. Nous sommes passés par le dénuement total. Et puis le dénuement vous stimule, soit il vous détruit, soit il vous stimule au contraire à combattre. Et puis j'estime que maintenant j'ai fait de la sobriété, parce que pauvreté ça a une résonance un petit peu, comment dire, qui pourrait être péjorative. Parce que quand je parle de pauvreté, les gens pensent misère. Mais par contre, je crois à la sobriété comme une des grandes valeurs. Et je dis même que la sobriété est une valeur de bien-être. C'est-à-dire que c'est un point d'équilibre dans lequel l'homme n'est pas submergé par la matière, son mental n'est pas entièrement oblitéré et préoccupé par la matière, mais où il répond à ses besoins, et il est dans l'équilibre entre ses besoins et toutes les valeurs non monnayables dont je parlais tout à l'heure, toutes ces valeurs qui sont des valeurs d'être profond. Nous avons 5 enfants. C'est sûr que quand on a une famille, ça repose de nouveaux problèmes. Notre interrogation était de savoir, est-ce que le choix que nous avions fait allait convenir à nos enfants? Comment nos enfants allaient réagir à ce choix? Est-ce qu'ils n'auraient pas préféré avoir des parents qui soient totalement conventionnels, c'est-à-dire qui auraient leur travail et qui soient dans la ligne, comme on dit? Et nous nous sommes rendus compte que nos enfants, surtout les aînés, ont partagé notre aventure. Ils ont partagé notre précarité, et le partage de cette précarité ne s'est jamais fait d'une façon fermée. C'est-à-dire que ici, nous avons toujours été ouverts. Nous avons reçu des gens, notamment les gens de 68, sont venus en grand nombre ici. On a eu une succession de gens qui y sont passés, ce qui donnait une dimension à la famille beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'était ce que j'appelle la famille élargie. Et à travers cette famille élargie, ben, nos enfants ont été enrichis, finalement, quelquefois même mieux que s'ils avaient été en ville, du fait de cette ouverture. Et nous avons veillé à ce que ce mouvement social ait lieu pour éviter le confinement familial trinitaire. Père, la mère, l'enfant, dans un lieu isolé, séparé de tout, etc.
ma spiritualité, dans le sens où on l'entend habituellement, je dirais ma mystique. Ma mystique s'est élargie. Ce qui m'a toujours frappé, c'est l'incompatibilité entre ce que l'on considère comme indicible, donc ceux dont on ne peut rien dire, et tous les discours et toutes les bibliothèques qu'on a remplies pour parler de ceux dont on ne peut rien dire. Je pense qu'il y a un souffle, il y a peut-être une intention, il y a peut-être quelque chose, un message, il y a peut-être un devenir des choses, bien que je ne sache absolument rien de tout ça. Rien de tout ça. Et dans mon livre, je dis, je cite un passage où j'étais avec un de mes amis, et nous avions eu une controverse concernant Dieu, et puis finalement, au fur et à mesure qu'on parlait de Dieu, on se crée des antagonismes, et on s'est rendu compte que l'enjeu n'était pas Dieu, mais c'était notre ego, notre petite vanité. Chacun voulait gagner sur le terrain. Et nous nous sommes tus. Et nous nous sommes mis à marcher, et il a mis ma main sur mon épaule, et à ce moment-là, Dieu fut. Parce que Dieu est arrivé avec l'apaisement. Dieu est au centre de la paix et de l'amour. Il n'est pas dans nos controverses. Si l'enjeu est dans les controverses, c'est que ce n'est pas de Dieu que nous parlons. Il y a une intuition chevillée à soi, mais surtout ne cherchons pas à mettre de discours autour de cette intuition. Et surtout que cette intuition s'incarne dans notre vie au quotidien et qu'elle puisse contribuer à la paix, contribuer à la construction du monde et à la construction des êtres et à la relation des êtres et à l'apaisement. Et je crois que tant que ça c'est en activité, on pourrait dire que ce principe que je ne veux pas nommer est en marche. Voilà, ma spiritualité se résume à ça. Des gens comme nous qui sont ce qu'on appelle des doubles cultures, des gens appartenant au nord et au sud, sont à la fois dans le grand écart et sont à la fois dans la nécessité de trouver des synthèses. Alors en venant ici, je pense que j'ai plus le sentiment d'un cycle, c'est-à-dire de la fin d'un grand cycle qui me ramène vers le palmier, vers l'oasis, vers finalement le lieu de ma naissance. Le palmier est l'arbre le plus familier qui soit. C'est l'arbre qui m'a nourri en partie. Et donc, venir à Chéligny, c'est renouer, c'est en quelque sorte la fin d'un cycle et peut-être le début de quelque chose d'autre. L'oasis est très particulière parce que c'est une entité vivante qui a été créé artificiellement. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la nature n'avait pas réalisé, mais que des hommes, au milieu d'un espace désertique, ont réalisé grâce à leur savoir, à leur savoir-faire, avec de l'eau, de la terre, des végétaux, de l'imagination. Ils ont créé ce qu'on appelle un microclimat, un écosystème vivant, nourricier, et je pense que ce microsystème actuellement est en dégradation. Et je pense que les hommes qui l'ont créé sont les seuls à pouvoir le réhabiliter, à le réorganiser, à le réhabiliter. Sinon, c'est quelque chose qui peut tomber dans la friche et dans la dégradation. Donc je pense vraiment que mes acquis peuvent être très utiles à ce lieu particulier. À partir du moment où nous aurons défini un plan, c'est-à-dire que nous aurons défini un programme et un projet, à partir de ce moment-là, moi je peux contacter les ONG, les gens qui peuvent nous soutenir du point de vue financier, toutes les personnes susceptibles de supporter le projet. Est-ce que nous sommes sûrs que les jeunes actuellement qui quittent, qui ne sont pas initiés à l'agriculture dans notre oasis,
Est-ce que nous avons une minorité d'optimisme pour qu'il reste... C'est à nous à le susciter. C'est à nous à le susciter. Parce que c'est ça l'essentiel. Si on n'arrive pas à mobiliser les fellahs et à susciter de l'enthousiasme et la vocation des jeunes à continuer ce beau métier, on aura échoué. Même si par ailleurs on a réussi des choses, si on a échoué sur ce plan-là, c'est à ça que ça tient. Si on réussit sur l'humain, le reste c'est rien. Dans le monde entier, il faudra que l'on redéfinisse un développement en partant des territoires. Sans cela, eh bien, il ne peut y avoir que des déserts ruraux, des déserts, des campagnes à l'abandon et des villes surpeuplées et criminogènes, sans avenir, des espèces de mouroirs, des espèces de mouroirs. Donc la conjoncture est extrêmement favorable à cette nouvelle conscience de la territorialité et, j'ose dire, au-delà de la territorialité, c'est-à-dire la notion de terre maternelle, de terre mère, de terre vivrière. Si nous arrivons à réaliser à Chénini-Gabès une expérience qui soit une expérience pertinente, intégrant bien sûr le développement local, la redéfinition du développement à partir des ressources locales, toutes ces questions qui ont été des questions complètement éludées, l'intérêt de ce projet, c'est que ça peut être exemplaire, pour d'autres lieux, parce que des oasis, il en existe des quantités, comme il existe d'autres lieux qui sont souffrants et qui sont aussi en recherche peut-être de solutions. Je crois que c'est Gustave Thibon qui disait que la souffrance est comme une meule, c'est-à-dire soit elle aiguise, soit elle émousse. J'ai la chance d'être peut-être parmi ceux que la souffrance aiguise, c'est-à-dire qu'à la fois elle nous renvoie aux profondeurs, elle nous renvoie aux questions sur la souffrance, on nous renvoie au destin, à ce qu'il signifie, mais en même temps elle nous trempe. Pour ce qui me concerne, j'ai peut-être la chance de n'avoir aucune illusion sur ma personne. J'ai la chance d'avoir un compagnon permanent que j'appelle moi mon singe gardien, c'est-à-dire c'est un être qui est intime et qui chaque fois que j'arrive à des seuils dangereux, eh bien me regarde, me fait les grimaces et ramène les choses à la juste mesure, c'est-à-dire me ramène à la modestie, et ça c'est une chance. On porte en soi comme une forme d'insurrection, c'est-à-dire que on prend une sorte de maquis intérieur, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas le monde. Je n'ai jamais accepté le monde tel qu'il est, avec ses inégalités, avec ses injustices. Quand on parle par exemple, de malnutrition, moi c'est quelque chose que je porte dans mes gènes. Je sais ce que c'est que n'être pas suffisamment nourri. C'est peut-être toutes ces expériences, l'expérience de mon père aussi, qui était un forgeron libre et qui est devenu un mineur. Nous portons dans notre subconscient, je crois, tout un contentieux qu'on essaye de régler comme on peut. Et je pense inconsciemment, eh bien, c'est peut-être ce qui détermine notre cheminement, c'est ce qui détermine nos actions. Et je suis persuadé qu'il y a en moi à la fois une volonté très profonde que le monde soit meilleur, mais à la fois en moi une sorte d'insurrection permanente. Et c'est peut-être, si on peut imaginer un seul mot, je dirais le minimum de cohérence.
la cohérence. Ça ne veut pas dire que je suis cohérent, bien entendu. Je ne vais pas, je ne vais pas manquer de modestie. Ce n'est pas que je sois cohérent. Mais tout de même, il y a une cohérence minimum entre le regard qu'on a sur le monde et l'action qui accompagne ce regard. Et cette action et ce regard doivent être au minimum en harmonie. Alors je dirais, le maître mot serait peut-être la cohérence.